Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Cœur en main, le podcast de la Ligue cardiologique belge. Aujourd'hui, on va parler de l'importance du stress sur la santé de notre cœur. Bah oui, le stress, c'est pas bon pour le cœur, ça c'est sûr et certain. On va explorer différentes pistes grâce à mon invité du jour, c'est Caroline Depeut. Bonjour Caroline. Bonjour Adrien. Caroline, tu es psychiatre, tu es aussi directrice médicale du centre Epsilon et puis tu es autrice aussi de livres. J'arrête d'en faire trop et puis je diminue mes écrans. Je me libère des écrans. Je me libère des écrans, carrément. Ouais, libère des écrans. Diminuant. Voilà, donc toi, l'univers du stress, tu le connais super bien évidemment, puisque c'est ton métier de base en tant que psychiatre. Forcément, tu explores aussi le stress auprès des patients. On va bien sûr parler de l'impact que le stress peut avoir sur notre cœur et on va d'ailleurs vous expliquer, ça c'est un teaser, que le stress peut parfois être bon pour le cœur. On expliquera qu'il y a certaines raisons pour lesquelles ça peut fonctionner parfois. Mais avant cela, Caroline, comme avec tous mes invités, moi je te demande de me donner ta définition, ta propre définition made in Caroline Depeut du cœur. C'est quoi? Alors pour moi le cœur, c'est un ami qui vous veut du bien. Je ne sais pas si tu as la ref. Je vois très bien ce que tu veux dire. Donc c'est un ami qui vous veut du bien, mais dont il faut apprendre à connaître le langage. Quand il s'accélère, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il se serre, quand il a mal, quand il a chaud, quand il a froid. Il faut l'apprivoiser. Voilà, apprivoiser et apprendre à dialoguer avec son petit cœur. Bon, très bien. Ça, c'est déjà une très très belle entrée en matière pour parler du cœur. Maintenant, nous, on va s'intéresser, comme je le disais à nos auditeurs, au mode stress qui va avoir de l'impact sur notre cœur. Le stress, en fait, c'est notre système nerveux. Il vient du système nerveux. Donc, je pense que c'est important, Caroline, dans un premier temps, qu'on rappelle que notre système nerveux, en fait, il y a deux systèmes qui fonctionnent pour que notre corps et notre esprit puissent être équilibrés. En effet, donc le stress, en fait, c'est une réaction qu'on a face à des éventuels dangers, des choses qui nous font peur, qui nous inquiètent, et par rapport auxquelles on doit réagir. Et du coup, l'organisme, quand il a ces stimulus stressants, il va se dire, il faut que je m'active pour pouvoir répondre. Et c'est la réponse au stress qui va activer, comme tu l'as dit, deux systèmes. Il y a le système nerveux autonome. Il fonctionne tout seul, il est autonome. Donc c'est lui qui va guider la tension artérielle, les battements du cœur, la respiration. Il va avoir tout ça. Et puis il y a l'autre système qui est le système du cortisol. Dans le système nerveux autonome, c'est plutôt l'adrénaline, dont on parle quand on est sous adrénaline. C'est quoi alors? C'est une sorte de substance qui est libérée par notre cerveau dans tout le corps, c'est ça? Ouais, exactement. Donc c'est une substance qui est libérée dans notre cerveau et qui va elle-même influencer plein d'autres modifications dans notre corps. Sans que nous, on ne s'occupe de quoi que ce soit. Ah, c'est autonome. Tu peux pas contrôler. Tu peux pas dire adrénaline. C'est ça de se dire on peut pas contrôler. Ouais, j'aimerais bien dire adrénaline diminue maintenant parce que j'ai besoin de calme. Eh bien non. Mais on verra comment. Autre teasing. Caroline est là avec sa boîte à outils et toutes ses astuces, évidemment. Comment hacker le système nerveux autonome pour malgré tout essayer de le calmer. Du piratage dans ce podcast, c'est bon ça. Donc système nerveux autonome basé sur l'adrénaline, et puis le système nerveux du cortisol. Qui est, lui, sécrété par les surrénales et qui va également avoir plein d'impacts sur notre organisme pour en fait tenter que notre corps réponde au stress. D'accord. Par exemple, quand tu as peur et que tu dois courir pour fuir, il faut qu'on t'amène du glucose et de l'oxygène dans tes muscles et dans ton cerveau pour que tu réfléchisses plus vite et que tu puisses te mettre à courir. Eh bien, ça, c'est le rôle de l'adrénaline et du cortisol. D'accord. Tu as parlé des surrénales. Ce sont des petites glandes, en fait, qui se trouvent au-dessus des reins. Ouais. Comme ça, tout le monde sait de quoi on parle. Voilà, exactement. Surrénal, au-dessus des reins. Ce fameux cortisol, donc souvent on dit c'est l'hormone du stress. D'ailleurs, c'est très à la mode pour le moment. On parle beaucoup du cortisol, on dit beaucoup. Attention, l'hormone du stress. Détox cortisol, hormone du stress, on n'en peut plus diminuer votre cortisol. Instagram, TikTok, on voit ça partout. D'ailleurs, c'est vrai ça? C'est vrai ça, c'est l'hormone du stress? Pas vraiment en fait. Alors, en effet, c'est l'hormone du stress, mais c'est en fait une hormone de survie. Le cortisol, si ça a été inventé par on ne sait pas qui a inventé le corps humain, mais si ça a été inventé, c'est que ça sert. En fait, c'est vachement utile. On a une production de cortisol tous les matins, par exemple, pour nous mettre en route, parce qu'on a besoin, notre organisme, il a besoin aussi d'avoir des petits systèmes d'activation, disons. Le cortisol fait partie de ce système d'activation. Et ça se caractérise comment, en fait? C'est quelque chose qui circule dans le sang. Comment est-ce qu'on peut se l'imaginer, ce cortisol? Alors, tu pourrais imaginer une petite molécule qui a 2 bras, 2 jambes, d'accord, et qui dort dans sa petite surrénale, d'accord. Elle est là, tranquille, elle fait dodo. Et puis, elle reçoit un signal qui vient du cerveau, de l'hypothalamus, et qui lui dit
cortisol, réveille-toi. Alors là, tu la vois, elle s'étend. Il est 4 heures du matin, parce qu'elle est réveillée tôt. Ma petite cortisol, elle est réveillée. Donc elle s'étend, elle se lève, et puis elle se dit je vais aller faire mon travail, je vais aller dans le foie, je vais aller chercher du glucose, je vais un petit peu réveiller, je vais un petit peu dire à l'immunité de se mettre en route. Et puis elle retourne aussi dans le cerveau. Un peu le coq dans un village, quoi. Ouais, tu pourrais dire ça, en effet. Et donc elle vient réveiller tout le monde, et elle va également dans le cerveau pour dire c'est bon, j'ai été réveillée, tu peux éteindre l'alarme. D'accord. Donc, comme ça, le cerveau dit ok, je sais que mon rôle a été rempli, je ne vais plus renvoyer des messagers pour réveiller tout le monde. Alors, jusque-là, génial, en fait, cortisol, c'est top d'avoir ça et de pouvoir nous dire chaque matin, on peut compter sur notre cortisol pour se réveiller. À tel point que quand il y a des maladies où on a un manque de cortisol, et c'est très très grave et très très compliqué. Donc, c'est hyper utile à notre santé et à notre survie. Sauf que quand on est stressé régulièrement, ça peut commencer à poser des problèmes parce qu'il va y avoir, j'imagine, un excès d'activation de ce petit personnage qui s'étire et qui s'en va travailler. Le stress, c'est super, ça nous permet de répondre aux dangers. Se réveiller le matin, c'est quand même plutôt nécessaire si on veut il vaut mieux, vivre, travailler, rencontrer des gens et tout ça, c'est plutôt cool. Le problème, c'est que si tu as des facteurs de stress en permanence dans ta journée, que ça devient chronique, si on reprend l'exemple de notre petite cortisol qui se réveille, c'est une armée de cortisol et qui est en fait en route tout le temps. Tout le temps, les surrénales sont tout le temps activées, ils disent on envoie du cortisol, on envoie du cortisol. Et puis, tu as une espèce d'armée qui vient circuler dans ton sang et dans tes organes. Squatter tous les organes. Et du coup, ça peut, à ce moment-là, provoquer des complications chroniques. Parce que trop de cortisol de façon chronique, ça aussi, c'est pathologique et ça provoque des conséquences. Entre autres, trop de cholestérol, trop de lipides, une résistance à l'insuline. Or, on sait tout ça, c'est des facteurs de risque cardiovasculaire assez importants. Il y a du prise de poids, il y a du risque de diabète, il y a une diminution de l'immunité, parce que ton corps, il ne sait pas faire plein de choses en même temps. Donc, s'il est occupé à gérer cette armée de cortisol, là, il dit l'immunité, c'est vraiment un gros sujet et c'est une grosse prise d'énergie pour l'organisme. Il dit, bon, écoute, toi en veilleuse, l'immunité, c'est bon, tu te calmes, moi, je vais me concentrer sur autre chose. Et donc, c'est évidemment l'excès de cortisol de façon chronique qui va amener à des conséquences, et des conséquences potentiellement négatives sur le cœur et sur le système cardiovasculaire. Alors ça, c'est le cortisol, effectivement. Est-ce que dans l'adrénaline dont tu as parlé aussi pour le système nerveux autonome, si je ne me trompe pas, est-ce que là aussi, on est dans le même facteur? Il peut aussi y avoir trop de décharge d'adrénaline qui va provoquer justement des conséquences sur le système cardiovasculaire? Ah oui, tout à fait. Et là, on voit bien les conséquences directes du stress sur le cœur, parce que justement, ce système nerveux autonome de l'adrénaline, quand il est stimulé, eh bien, il va avoir plusieurs conséquences. Les yeux vont se... Tu vois, on appelle ça un myosis. Les pupilles vont se rétracter. Ah oui, je ne connaissais pas, myosis. La respiration va s'accélérer, mais on va aussi avoir le cœur qui va s'accélérer, ça on appelle une tachycardie, et on va avoir la tension artérielle qui va augmenter. De nouveau, c'est logique, tu es sous-adré, il faut que tu puisses réagir. Oui, tout à fait, tu te mets en mode d'activité, de fonctionnement. Tu es là, prêt au combat. La réaction au stress, c'est fight or flight, fuite au combat, il faut que tu sois prêt. De nouveau, quand tu as un stress aigu, parce qu'on te klaxonne et que tu dis ok, qu'est-ce qui se passe, d'accord, ça va, je vais éviter la voiture, et puis ça se calme. Parfait. Parfois, les gens se calment pas tout de suite quand on parle d'un truc de circulation. Justement, c'est ça le truc, c'est que nous, en tant qu'être humain, on se calme pas tout de suite parce qu'on a nos fameuses pensées, on se dit non mais quand même, il aurait pu m'éviter, pourquoi est-ce que c'est à moi de me mettre sur le côté? Et puis 2 heures plus tard, tu retournes et t'es à la pause avec tes collègues et tu te dis non mais tu te rends compte, et c'est moi qui ai dû l'éviter. Donc effectivement, on rejoue, et chaque fois qu'on le rejoue, bam, tout ressort. Petite adrénaline, bim, elle ressort, remontée de la tension artérielle, remontée de la tachycardie, et à nouveau, ça, quand tu le fais trop et trop longtemps, tu épuises ton cœur, en fait. C'est ça, ouais, tout à fait. Cela dit, si c'est de manière très éphémère, comme tu le disais, tu prends l'exemple de cet incident de circulation, pas de problème, en fait. Au niveau de notre cœur, ça n'a aucun impact, c'est même plutôt positif parce que ça nous permet de survivre, en fait. Exactement, c'est génial. Et donc, tout l'enjeu, ce sera de réagir bien au stress aigu, mais de pouvoir revenir à un état de calme après. Bien sûr. De pouvoir faire diminuer le stress, l'adrénaline, le cortisol, tout revenir à un état normal. Alors, on va donner évidemment plein d'astuces, tu l'as dit, Caroline, pour pouvoir diminuer notamment cet impact que peut avoir le cortisol, que peut avoir aussi la surcharge d'adrénaline. Avant ça, est-ce que toi, dans ton métier, puisque tu es psychiatre, je le rappelle, tu as des échelles de valeur de stress chronique, de stress aigu aussi? Comment est-ce que tu parviens à baliser? C'est quoi les signaux d'alerte en fait que les gens doivent essayer d'apprivoiser, de se rendre compte?
C'est hyper intéressant comme question parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire... C'est très gentil, Caroline. Mais non, mais ouais, t'as posé une belle question, ça va pouvoir me donner l'occasion de développer... De donner une belle réponse. Donc, on n'a pas du tout l'habitude de faire attention à notre baromètre interne. Tu sais, quand tu sors le matin, tu vas a priori regarder la météo pour pouvoir te dire où tu vas passer ton odeur. Tu dis, OK, il pleut, je vais mettre une capuche imperméable, ou bien il fait chaud, il fait froid, blablabla. Tu vas adapter, en fait, ton comportement en fonction de ce que tu vois à l'extérieur. C'est logique, hein. Oui, tout à fait. Logique. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on n'adapte pas notre comportement en fonction de ce qu'on ressent à l'intérieur ? C'est vrai. Si tu as des moments où tu es plus fatigué, pourquoi tu ne te dirais pas je vais faire une journée plus light, je vais annuler ce que j'ai ce soir. Si j'ai de la super pêche, c'est l'occasion de passer mes coups de fil et d'avancer. Ouais. Si je me sens stressée, si je me sens en colère, en fait de pouvoir faire attention à nos émotions et à un baromètre intérieur. Et sans être influencé par la pression sociétale, parce que je prends ton exemple de dire je vais annuler ce soir, c'est toujours très mal vu quand on est en société, qu'il y a un dîner qui est organisé par des potes. Ah non, désolé, écoute, je me sens pas bien. Ouais, c'est bon. T'as raison de le dire, on est dans une société qui nous pousse, qui a des injonctions de performance, mais dans tout. Et donc, on doit être des bons potes, des bons parents, des bons maris, des bons amants, des bons sportifs, des bons podcasteurs personnels, des bons podcasteurs, des bons journalistes. On doit être bon en tout, même dans ce en quoi on n'est pas censé être expert. Et à nous aussi de pouvoir justement capter ça et résister à certaines pressions pour se préserver. Et c'est en ça que le baromètre est intérieur. Mais oui, c'est intéressant ton baromètre. Tu m'avais parlé de ça. Explique-moi un peu comment ça fonctionne. Vert, orange, rouge. Un peu comme un feu de circulation. D'accord. Quand t'es vert, tu peux y aller en fait. C'est bon, c'est que ce que tu fais, c'est bon pour toi. Alors c'est quoi un baromètre intérieur vert ? C'est je dors bien, je me sens détendue, je peux rigoler, j'ai des contacts sociaux qui me semblent équilibrés, je vais dormir tranquillement, je bois pas trop d'alcool, je prends pas trop de toxiques, je me sens relativement serein. Centré, ancré. Alors, la vie, c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Oui. Donc, tu peux être dans le vert et puis avoir des journées plus stressantes et des journées plus fatiguées. Oui, c'est ça, mais je dirais c'est sur un terrain de fond, quoi. Globalement, on est sur un truc, globalement, ça tient la route. Tu te sens bien. T'es dans le vert, en fait, ce que tu fais, c'est que ça te fait du bien, continue à le faire surtout. Okay. T'es dans l'orange. L'orange, le feu, c'est quand tu dois t'arrêter. Tu peux encore passer là, si vraiment tu sais pas t'arrêter, mais en gros, ça te donne un signal stop. T'es pas très loin du rupteur, là, tu sens que t'es un peu borderline. Voilà. Ouais. Orange, c'est je dors moins bien, je suis stressée, je suis nerveux, je suis plus irritable. Ma famille ou mon entourage me le dit, parce que moi, je m'en rends pas toujours compte, en fait. Ça, un problème. Mais ton conjoint te dit, je sais pas ce que t'as là, mais franchement, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu te calmes. Et c'est important, si vous êtes dans une relation de confiance, d'entendre aussi ce que l'entourage dit, ce que les enfants disent aussi. Les enfants, parfois, avec leurs mots, ils peuvent dire, papa, maman, qu'est-ce que t'as ? Oui, c'est ça. En colère. Donc voilà. Ou parfois, bêtement transposer notre comportement, parce qu'ils ont parfois pas encore la capacité et la faculté de pouvoir exprimer que nous, on est, mais par contre, s'ils font la même chose que nous, il faut se dire que peut-être là, il y a un problème. Exactement. Comme ils sont dans le mimétisme, si tout à coup, tu vois tes enfants qui commencent à taper du poing tout le temps, tu peux te dire, tiens, qu'est-ce que je suis en train de leur montrer ? Ça me pose un problème, Donc ça, c'est l'orange. L'orange, en fait, c'est un super signal d'alarme. Il faut vraiment l'entendre comme ça. C'est un truc, encore le temps d'appuyer sur le frein. C'est un truc super positif. On a le temps d'appuyer sur le frein, on se calme. On met en place des mesures pour se préserver, pour prendre soin de soi, pour diminuer son stress. Et ces mesures, on pourra en parler, mais c'est aussi diminuer la charge de travail, apprendre à déléguer, apprendre à demander de l'aide, apprendre à dire non. Caroline, ce message est pour toi. Apprendre à dire non. J'arrête d'en faire trop. J'arrête d'en faire trop. Bon, voilà, tout ça, c'est l'orange. Et puis, il y a le rouge. Le rouge, le feu est au rouge, c'est du stop, c'est de l'arrêt. À ce moment-là, en fait, on est dans un état d'épuisement. On ne sait plus sortir de son lit, on est déprimé, on a des idées noires, on a des grosses insomnies, on ne sait plus travailler. Là, c'est le moment vraiment, d'abord et avant tout, de prendre un temps d'arrêt, d'aller consulter, de demander un avis professionnel, parce qu'on a un peu trop tiré sur l'élastique. Okay. Donc, l'idée, c'est de ne pas arriver dans le rouge. On est d'accord que sur une journée, par exemple, ça peut un peu osciller entre le vert et l'orange ? Oui, carrément. Il peut y avoir des fluctuations sur une seule journée, sur 24 heures ? Oui, bien sûr, parce que ton énergie, elle est tout à fait variable. Il y a des trucs qui te prennent de l'énergie, il y a des trucs qui te donnent de l'énergie. Okay. Ça m'a pris de l'énergie de venir ici à vélo, mais ça me donne de l'énergie de discuter avec toi, Adrien. Bien sûr. C'est tellement agréable de partager. Et en plus, aujourd'hui, pour la petite histoire, il fait beau, et donc ça fait du bien. Et donc, tu vois, mon énergie, elle va fluctuer. Par contre, je sais que ça me prend aussi de l'énergie, parce que ça me demande de la concentration, et qu'après, je vais essayer de me prendre une demi-heure de pause. Okay. Donc, effectivement, l'énergie, elle fluctue, et c'est tout à fait OK, parce que c'est comme ça que la vie est. Et en fait, l'idéal, ce serait de, chaque soir, faire un petit bilan de son baromètre pour pouvoir se dire qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on tend de plus en plus vers le rouge et que du coup, ce serait peut-être quand même intéressant de s'y intéresser, évidemment psychologiquement, mais surtout aussi
à cause de l'impact que ça va pouvoir avoir après sur notre cœur. C'est ça qui serait génial, c'est de pouvoir. Et justement, le soir est un très bon moment parce que du coup, tu as un petit peu de temps pour te dire, ok, donc je vais essayer de bien dormir. Voilà, comment ça s'est passé et comment je peux adapter le reste de ma journée, le reste de ma semaine ou le reste de mon mois. Parce que je sais bien qu'évidemment, par exemple, si ce soir, je me fais mon petit baromètre interne et que je me dis, je suis fatiguée quand même, ça a été plus éprouvant, demain, je vais pas au boulot. Ah ouais. Non, ça va pas. C'est pas possible. Ça ne marche pas. On pourrait essayer, mais. On pourrait, mais ce serait pas top. Ça dépend les boss. Ce serait pas top. Et donc, par contre, ce que je peux me dire, c'est je sais qu'alors ce week-end, je vais vraiment prendre du temps pour moi. Je vais peut-être diminuer mes activités. Peut-être que ce que j'avais prévu d'aller voir 5 expositions, je vais peut-être pas le faire. Slow down. Tu vois, tu peux le faire dans un moyen terme aussi. C'est pas tout dans l'immédiateté, mais c'est important de pouvoir. Et du coup, tu vois aussi quand tu es en train de dériver, comme tu dis. Tu vois que l'orange clair devient orange foncé, ou bien justement qu'il repasse dans le vert. Ok, donc le baromètre, vraiment essayer en tout cas de se faire une petite, un petit bilan après chaque jour en se disant ok, je tends plutôt vers là, ça c'est déjà une bonne chose à mettre en place. Et sans jugement, sans jugement envers soi-même. C'est pas dire j'ai été nul, j'ai été bien, c'est pas ça. C'est plutôt où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur, quel est mon niveau d'énergie, quel est mon niveau de fatigue. Il s'agit pas de se juger, de se culpabiliser, il s'agit juste de prendre soin de soi. Est-ce que toi, dans ta carrière, tu as déjà des exemples, je dirais, quantitatif de personnes qui ont été très stressées, qui sont venues se confier à toi ou en tout cas que tu as dû prendre en charge et qui s'est avéré à un moment donné qu'effectivement des problématiques cardiovasculaires se sont mises en place. Ah, bien sûr. C'est un gros lien, effectivement. Donc tu vois le stress avec ses conséquences directes et comme je le disais, ses conséquences indirectes parce que comme tu es stressé, tu dors moins bien, tu manges moins bien, tu fumes, tu bois, tu sais pas comment faire avec ça, ça te ronge de l'intérieur. Tu prends des médicaments aussi parfois. Tu prends des médicaments, tout ça c'est des mauvais mélanges, mais les gens font comme ils peuvent. Je jette pas la pierre, là, voilà, t'essayes de te traiter comme tu peux et tu vois les conséquences. D'ailleurs, c'est très fréquent que les personnes qui viennent chez moi aient de l'hypertension artérielle, par exemple, et aussi des ulcères gastriques, aussi, donc, et trop de cholestérol. Et donc, on voit qu'il y ait des problèmes après cardiovasculaires, des gens qui ont de l'angor, de l'angine de poitrine, qui ont eu ou qui sont suivis par un cardiologue parce qu'ils sont à risque d'infarctus. Donc, en effet, le lien, il est direct et il est flagrant. Et ce qui est génial, c'est que quand ils commencent à se sentir mieux, à prendre en charge le stress, à aller mieux, on voit un effet. Sur la maladie cardiovasculaire, ils peuvent diminuer leur traitement contre l'hypertension. Ils se sentent mieux. Le cardiologue leur dit ça va mieux, qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai été voir De Peut. J'ai écouté des podcasts. L'autopublicité. J'ai écouté des podcasts. J'ai écouté les podcasts de la Ligue cardiologique belge et je commence à me prendre en main. Donc ça va dans les deux sens. En effet, le stress impacte les maladies cardiovasculaires, mais donc prendre soin de soi et prendre soin de son stress peut aussi améliorer des conditions. Et alors en fait, il y a aussi l'effet inverse. C'est-à-dire que si on te détecte par exemple un problème cardiovasculaire mais qui n'est pas spécialement lié au stress, ton stress, il va augmenter. Du coup, tu rentres aussi dans une spirale négative. Parce qu'effectivement, quand on détecte quelque chose, le cœur, ça fait peur quand même. C'est un organe... c'est le premier truc, on dit toujours. C'est vital, le cœur, quand même. Sans ton cœur, grosso modo, le reste, ça va pas. Il y a moyen de vivre sans certains trucs, mais le cœur, là, c'est plus compliqué. Il n'y a pas moyen. Et donc, effectivement, ça fait très peur. Et donc, comme tu le dis, ça stresse. Et donc, à ce moment-là, tu envoies un message à ton cerveau. Mais je suis stressé, j'ai peur. De nouveau, c'est un signal. T'as raison quelque part d'être stressé. Il faut que tu fasses quelque chose. C'est aussi une façon de te dire réagis en fait. Réagis, t'as un problème au cœur. Ce que tu peux faire, fais-le. Parce que tout n'est pas en notre pouvoir, on n'est pas des super puissants, mais va voir ton médecin et un suivi, prends le traitement qu'on te propose et justement mets en place toutes les mesures qu'on appelle l'hygiéno-diététique, très mauvais terme, mais qui n'est pas très beau, je trouve. Non, c'est moche, c'est très technique. Il faudrait trouver un terme plus sexy. Oui, tout à fait. Mais qui est de bien manger, de bouger, de faire tout ce que vous développez ici dans le podcast. Mais justement, on va évidemment donner plein d'astuces, plein de trucs très précis, notamment le travail sur la respiration, parce qu'on sait que le stress, ça impacte la respiration, tu l'as déjà dit. On va expliquer ça dans quelques instants. Avant de donner toutes ces bonnes petites astuces, que je veux partager aussi, parce que moi je suis quelqu'un a priori assez stressé, et donc j'ai mis pas mal de choses en place qui fonctionnent bien, et tu les as déjà validé parce qu'on en a parlé ensemble. Revenir quand même sur cette histoire très chouette
pas dans ce qui se passe, mais en tout cas, cette métaphore du cœur brisé. Tu sais, ce truc, c'est le Takotsubo, je pense. Hein, voilà, le syndrome de Takotsubo. Le syndrome de Takotsubo, c'est quelque chose... Ça, c'est un beau nom, par contre, Takotsubo, tu vois. C'est beaucoup plus joli que Hygiéno... Exactement. Il faudrait dire on va faire des mesures. Mais tu sais d'où ça vient, donc, Takotsubo? Non, mais c'est via... C'est japonais, ça. C'est un terme japonais, et qui, en fait, la traduction est tout de suite beaucoup moins... C'est piège à poulpe. Piège à poulpe. Et en fait, dans le syndrome... C'est beaucoup moins sexy, ouais. Takotsubo, on va garder Takotsubo. On garde Takotsubo. Et donc, pourquoi? Parce qu'effectivement, le syndrome du cœur brisé, c'est quand tu as une émotion extrêmement intense, Par exemple, une rupture amoureuse. Par exemple, une rupture amoureuse, par exemple, l'annonce d'un deuil. Eh bien, il y a une telle décharge de ces hormones de stress que ça va avoir un impact sur ton cœur et que tu vas avoir des symptômes directs, comme ça, dans les minutes qui suivent, et que tu vas avoir des symptômes qui ressemblent à ceux d'un infarctus. Allez, c'est dingue. Non, mais c'est ça qui est... Comme quoi, on voit le lien direct évidemment, là, entre le stress et un impact sur le cœur. Et quand tu fais un examen, une échographie du cœur, eh bien, le cœur prend une forme de piège à poulpe, selon les Japonais qui ont découvert... Qui a déjà vu un piège à poulpe? Les Japonais, les chasseurs de poulpes. Évidemment. Les pêcheurs de poulpes. Et quoi, en fait, ils se déforment, quoi. Ils se déforment, effectivement, c'est les ventricules qui se déforment. Alors, disons-le, c'est temporaire et c'est réversible. Hein. Heureusement, ce n'est pas un infarctus. Et généralement, ça se remet tout à fait bien dans les jours ou dans les semaines qui suivent. Mais ils se déforment sous l'effet des hormones de stress et sous l'effet de cette douleur psychique intense pour prendre une superbe forme de Takotsubo. Et alors, c'est pour ça, et je refais le lien avec le cortisol tout à l'heure, que par exemple, quand ça se passe et qu'il y a une décharge importante, il y a un des trucs qui est hyper bien à mettre en place, c'est de pleurer. Ouais. Parce que pleurer, en fait, on a l'impression que... déjà pour les hommes, c'est pas super recommandé, mais bon, ça, c'est un autre débat. Pleurer, c'est pour les faibles. Eh bien, non. Non, en fait, c'est génial. Pleurer, c'est bon pour la santé. Ça, c'est quand même une punchline de dingue. Ça, c'est génial. Hein. Effectivement, pleurer, c'est bon pour la santé. Parce que quand tu pleures, déjà, on a analysé les pleurs, les larmes, et il y a là-dedans des hormones de stress. Donc déjà, c'est une façon purement physiologique, physique, d'évacuer tes hormones de stress. Ça va pas dans les artères, ça part dans les larmes. Ça va moins, exactement, ça part dans les larmes, boum, boum. Donc pleure, transpire, fais ce que tu veux, mais élimine, quoi. Pleurer, éliminer. Va courir en pleurant. Va courir en pleurant, ça c'est génial. Tu vois pas bien, hein, donc fais quand même attention quand tu prends un copain qui te tient la main et puis c'est bon. Et comme ça, en plus, tu fais des relations sociales. Et en plus, tu fais des relations sociales. Ça crée de l'endorphine, c'est parfait. Et donc, effectivement, pleurer, tu élimines, mais tu élimines aussi parce que tu te secoues, parce que ça secoue ton diaphragme, donc tu fais une contraction musculaire, donc ça libère aussi les muscles, parce qu'évidemment, quand tu es stressé, quand tu pas bien, on le sait qu'on se contracte comme ça, hein, que tous les muscles se contractent, qu'on est dans quelque chose qui est très très tendu, et du coup il y a aussi ces muscles donnent un message à ton cerveau. Je suis pas détendu, quoi, je suis pas cool, et donc on est là également parti dans un cercle vicieux. Donc pleurer, c'est hyper bon, c'est hyper soulageant, donc autorisons-nous à ça. Mais je pense que tout le monde le sent, ça, hein. Tu sais, quand t'as une grosse crise de sanglots, même les enfants aussi, on sent qu'après c'est... On a l'impression d'avoir fait une séance de yoga, quoi, parce qu'on se sent vraiment bien. Et quand tu as eu une grosse peur, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. Si tu veux la petite histoire. Ah, mais j'aime bien, moi, les histoires, Caro. Vas-y, raconte. J'étais au Maroc et on a escaladé la plus haute dune du Maroc. C'était près de 400 mètres. Donc on escalade, on monte. Franchement, c'était chaud, quoi. Mais bon, sport, activité physique. Et je me retrouve en haut. Et de façon totalement inattendue, j'ai fait une crise d'angoisse, de peur du vide. Ah, c'est vrai? Ouais. T'avais jamais eu ça avant? J'avais un peu la peur des pentes, mais un peu au ski, mais un peu. Et là, vraiment. Et donc, j'ai été complètement prise d'une crise d'angoisse. Et en plus, on devait redescendre normalement. Et ils voulaient attendre le coucher du soleil. Donc, moi, attendre une demi-heure le coucher du soleil. Oui, c'est plus ou moins ça. Attendre le coucher du soleil, devoir redescendre. Enfin, j'ai fait une crise d'angoisse et j'ai dit, j'étais avec mon mari qui est très gentil, qui m'a dit, on va redescendre par là où on est monté. J'ai dit, d'accord, on va pas attendre. Et après, j'ai eu tellement peur que je ne sais pas pourquoi je me suis mise à pleurer. Mais c'était rien. Mais j'étais partie, j'étais repartie. Pas tant que ça. Et ça m'a fait un bien. J'étais crevée après, mais c'était une façon vraiment de relâcher tout ce stress qui s'était accumulé de façon inattendue, extrêmement importante. Eh bien, voilà, j'ai pleuré comme ça pendant 20 minutes, comme une enfant. C'est génial, mais c'est parce que tu as évacué toutes les crasses qui auraient pu rester justement dans tes veines, dans tes artères, véhiculées par l'adrénaline, par aussi le cortisol, tout ce qui circule.
eh bien, j'ai essayé de l'éliminer, j'ai essayé de m'auto-réguler, mais de façon, voilà, j'ai pas contrôlé ça, parce que quand même, je me sentais un peu bête, mais néanmoins, ça m'a fait beaucoup de bien. J'étais bien claquée, j'ai bien dormi après. Donc, si je note bien, hein, il y a notamment pleurer, ça, on le dit, on l'a compris maintenant, c'est super important. Le baromètre, il faut vraiment pas hésiter à très souvent vert, orange, rouge, vert, orange, rouge, pour voir un peu où on en est. La respiration, Caro, ça c'est un truc. Moi, je pratique la cohérence cardiaque. Ça, c'est génial. C'est vraiment, en fait, je suis une petite application, une petite boule qui me dit Respirelax, qui me dit d'inspirer. Elle est gratuite. Il faut suivre la boule, on inspire et puis on expire. Et en fait, ça permet en 5 minutes de vraiment calmer les émotions. J'imagine de redonner un peu de pouvoir au système autonome, de pouvoir être vraiment dans une situation beaucoup plus zen pendant quelques heures. Hein. C'est quand même assez efficace. Ça dure 3 à 5 heures après. Pourquoi la respiration, elle est si primordiale justement dans la préservation de notre système cardiovasculaire face au stress? Eh bien, on a parlé du système nerveux autonome et on a parlé de cette branche de stress de l'adrénaline. Le système nerveux autonome, il est bien foutu, il a été bien conçu. Il a aussi une branche de calme, de repos, de frein, d'appuyer sur le frein. C'est ce qu'on appelle la branche parasympathique, qui est limitée avec le nerf vague qui vient descendre justement le long du cœur, des poumons, des organes, qui va du crâne jusqu'aux organes génitaux. Et en fait, toute l'idée, quand on a été stressé, c'est de pouvoir activer cette branche parasympathique, cette branche du repos et de la régénération pour donner l'occasion à ton système nerveux autonome de se calmer, de se mettre au calme et de se régénérer. Comme on l'a dit, le système nerveux autonome, tu ne sais pas lui dire calme-toi. Hein, il est autonome, mais... On peut le parasiter. Voilà, on revient, on est au piratage. Le piratage de Caroline Defeuille. Tu as un système nerveux autonome, hein, on en a parlé avec ce système de stress. Bon, il est bien foutu quand même, parce qu'il a aussi une branche qui permet de se calmer, qui est une branche de frein, c'est la branche qu'on appelle parasympathique. Eh bien, cette branche parasympathique, tu n'as pas d'accès direct à elle. Tu peux pas dire calme-toi, branche parasympathique, éveille-toi, branche. Tu peux faire des incantations, mais je ne suis pas sûre que ça marche. Par contre, la respiration, c'est une façon d'entrer dans le système. Et ce qui est génial avec la respiration, ça y est, on y est au piratage. Le piratage. Et la respiration, c'est génial, c'est gratuit, c'est à ta disposition tout le temps. Tu ne t'arrêtes pas souvent de respirer, hein, et c'est quelque chose que tu peux contrôler. Bien sûr. Et en fait, la cohérence cardiaque, c'est ça. C'est une mise en cohérence entre ta respiration et ton rythme cardiaque. Et en fait, d'inspirer pendant 5 secondes et d'expirer pendant 5 secondes va activer un réflexe, va activer la branche parasympathique de ton système nerveux autonome et va permettre à ton cœur de suivre ce mouvement. Il va légèrement accélérer et légèrement décélérer. Et selon une courbe qui devient très harmonieuse et très reposante pour ton corps, très fluide. Tu peux le voir. Toi, quand tu suis l'application, si au même moment, on te connectait un petit capteur pour voir comment ton cœur fonctionnait, tu verrais ton cœur avant ça, il irait dans tous les sens. En fait, c'est normal. Hein, c'est ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. Et c'est très bon, c'est très bien. La fréquence cardiaque, on en parle dans d'autres podcasts aussi, hein, effectivement. Voilà. Donc il y a l'activité physique notamment. Aussi. Exactement, ton cœur accélère, décélère en permanence. Mais quand tu es stressé, ça va de façon très aiguë, très forte, et ça peut être pas bon pour toi. Et la cohérence cardiaque, eh bien, ça va agir sur ces battements cardiaques. Et si quand tu fais la cohérence, la respiration, on te mettait ce petit capteur, on verrait ton cœur qui prend cette courbe extrêmement harmonieuse de haut et de bas et qui est très calmante pour ton cœur, mais qui est très calmante pour ton mental, et c'est quelque chose que tu sens immédiatement. Moi, je pratique la cohérence cardiaque depuis des années. Je la conseille à mes enfants, je la conseille à mes patients. C'est très facile, ça ne prend pas beaucoup de temps et c'est gratuit. 5 minutes, gratuit, facile. L'application, elle est également gratuite. Et en plus, elle est variable parce qu'en fait, là, tu parlais de 5 minutes, ça c'est pour équilibrer. 5 secondes, c'est pour équilibrer en fait son système. Mais alors, on peut même, il y a des variantes. C'est-à-dire que tu peux même mettre en place 5 minutes de respiration qui vont te permettre de te calmer hyper fort. Ou 5 minutes qui vont te permettre justement de te préparer à une activation. Par exemple, le matin, tu pourrais varier un peu. Tu inspires pendant 6 secondes. Le matin, pour t'activer, tu vas inspirer pendant 6 secondes et expirer pendant 4. Tu as toujours ce total de 10, mais tu inspires un peu plus longtemps. Le soir, pour te calmer et te préparer à aller dormir. Exactement l'inverse. Tu inspires pendant 4 secondes et tu expires pendant 6 secondes. Ça va vraiment calmer. Ouais, il y a plein de gens qui disent « laisse tomber, 5 minutes, je regardais ce truc, je vais jamais savoir me concentrer. » Mais franchement, si moi j'arrive à le faire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à le faire parce que ça vaut vraiment le coup. Honnêtement, c'est génial, c'est vraiment hyper vertueux. Alors oui, voilà, ça marche. Tu sens en fait l'effet toi-même, c'est ça qui est chouette, c'est que tu sens l'effet. Il faut s'accrocher peut-être pendant 2-3 semaines. C'est vrai qu'il faut peut-être prendre le temps. Et c'est pas grave
si tu prends à d'autres choses. Ça peut être un moyen d'entrer dans la méditation, mais en fait, si tu suis ton truc et que tu penses à d'autres choses, c'est pas grave, ça marche quand même, c'est un réflexe physiologique. Tu sais que moi je l'utilise même, pour le moment je me réveille beaucoup pendant la nuit. Pour plein de raisons différentes et je l'utilise même à ce moment-là quand je me réveille pendant la nuit. Alors je sais c'est pelant parce que je dois prendre un écran et donc du coup ça stimule chez moi un peu de lumière bleue, mais parfois j'y vais jusqu'à 15 minutes. Je fais jusqu'à 15 minutes d'apaisement et ça me permet vraiment de retrouver un peu de calme, un peu de sérénité et de parvenir à me rendormir de nouveau. Donc non seulement tu peux te rendormir, mais en plus pendant le temps que tu le fais, ton cerveau est déjà en mode repos. Donc même si tu dors pas, c'est un peu... J'ai arrivé de m'endormir pendant l'exercice. Oui, ça c'est pas mal. Ça arrive pas souvent, mais ça m'arrive et du coup je retrouve le lendemain mon téléphone toujours sur l'application. Ça c'est autre chose. Bon, alors on a déjà des choses clés là. On a donc ce baromètre qu'il faut mettre en place. On peut pleurer, il faut pleurer, c'est super important. La respiration, l'activité physique, on en parle dans un autre podcast Cœur en main, mais ça aussi forcément Caro, c'est un truc... Mais oui, on le voit, les effets de l'activité physique. Alors ça peut être de l'activité, tu parlais d'aller courir, ça peut être marcher, ça peut faire une balade, jardiner, du yoga. Et moi, ce que j'adore aussi, c'est la danse. Et de la danse intuitive. Tu vois, vas-y, mets la musique et lâche-toi. Parce qu'en fait, c'est aussi une façon de relâcher son corps qui est dans ses contractions. N'oublie pas de te filmer et de mettre ça sur les réseaux sociaux. Mais non, pas trop, justement. C'est ça l'idée. Fais ça dans ta pièce. Tu préviens tout le monde que tu vas mettre un peu de musique et que ça va faire boum boum. Mais pour justement laisser aller un peu son corps, à s'autoriser à bouger dans un monde où on est tellement contraint. C'est clair. Et il y a aussi toujours dans cette idée du mouvement, trembler. En fait, le shaking, donc le tremblement, ça mime ce que font les animaux après un grand moment de stress. Si tu vois une gazelle dans la savane qui échappe à un lion, eh bien, après ce moment de stress aigu qui lui a permis de survivre, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va trembler tout son corps, comme un chien qui sort de l'eau, tu vois. Donc, elle va vraiment trembler pour tout enlever. Et puis après, tu sais quoi ? C'est bon, elle est repartie dans sa vie. Pas de syndrome de stress post-traumatique pour la gazelle. Génial. Ouais, c'est génial. Et nous, qu'est-ce qu'on fait quand tu vois tes enfants taper du pied ? Parce que taper du pied, c'est aussi une façon d'évacuer les énergies. C'est ce qu'ils font. Et nous, on les engueule. Arrête. Soupirer, c'est une façon d'activer ton nerf parasympathique, ta branche parasympathique. Or, sinon, on dit que ça va pas. T'es pas. Donc en fait, on a des systèmes naturels. C'est normal en fait. C'est juste normal et ça fait juste du bien. Autorisons-nous à ça. Autorisons-nous plus aussi à bouger le corps parce que si ton corps est plus détendu, il donnera un message à ton cerveau. Bien sûr. Cool, ça va aller. Et on n'a pas parlé d'un truc qu'on a beaucoup fait pendant ce podcast, c'est rire. Ouais. Tu sais, il y a les trucs, il y a les ateliers de yoga du rire notamment. C'est toujours très marrant de voir les images de ce genre de choses. Au début, quand tu commences. Rire, ça provoque plein de choses dans le cerveau, qui libèrent plein de substances, qui permettent justement à notre corps, notre réseau cardiovasculaire aussi, de se sentir mieux. Donc il y a des études qui montrent que rire diminue le cortisol. Tout simplement. Le trop plein de cortisol, bam, tu ris, tu le diminues. Ouais. En plus, de nouveau, c'est du mouvement, c'est du muscle diaphragmatique, donc c'est aussi de la respiration. Tu te marres, tu te mets en reliance avec les autres, donc ça fait du bien également. Et tu sécrètes des endorphines, figure-toi, quand tu ris. Bien sûr. Donc endorphine, c'est un antidouleur naturel, donc ça te permet de lutter contre, d'avoir un mal. Paracétamol. Exactement. Tu rigoles et c'est réglé. Voilà. Donc rire, pleurer, rire, on peut passer de l'un à l'autre. La nature, ça peut aussi être un paramètre qui peut forcément, j'imagine, diminuer le stress, mais du coup aussi avoir un impact sur le cœur. Oui, puisqu'on l'a vu, les bains de forêt, de nouveau ces fameux japonais, les shirin-yoku. Faire des bisous à des arbres. Faire un petit hug à des arbres. Non, mais le contact avec... Là, on rigole. On rit. Ouais, mais n'empêche. Non, mais le contact avec la nature, et de nouveau, on ne comprend pas très bien quels sont les mécanismes physiologiques directs, mais on voit que ça diminue le cortisol, ça diminue le stress, ça améliore la récupération. On a vu dans des hôpitaux des gens qui avaient en face d'eux des arbres, ne fût-ce que ça, récupéraient plus vite que des gens qui étaient en face de murs. Donc dans les cours de récré des enfants, on mettait un arbre, quoi. On doit et cette connexion à la nature, en plus, ça te connecte à quelque chose de plus grand. C'est très calmant, le vert, et donc en effet, du coup, oui, ça. D'ailleurs, on conseille marcher dans la nature. Ouais. Tu marches, c'est une activité douce qui est bonne pour ton cœur si tu as des problèmes cardiovasculaires. Tu es dans la nature, tu es à l'extérieur, donc tu es avec le soleil, la luminosité, la vitamine D et la sérotonine, et tu te mets en contact avec la nature. Donc marcher dehors dans la nature, magnifique, en rigolant. En rigolant ou en pleurant, ou en faisant les deux. Et en faisant un peu de respiration. Et là, tu te fais arrêter par le psychiatre qui se dit, mais... Est-ce que tu as passé le feu rouge en lien avec ton baromètre? Oh là là, tous les liens sont faits. Caro, c'était passionnant. Franchement, merci, je trouve que c'est trop gai de pouvoir justement bien baliser. Et surtout, toutes les astuces que tu apportes, c'est bien parce que c'est des petites choses faciles à mettre en place, en fait, vraiment quotidiennement. Faites-le, essayez, choisissez. Il ne faut pas tout faire. Et puis, le résultat, il ne va pas être là tout de suite. Ça, c'est bien important de le dire aussi. C'est pas du jour au lendemain que tout va aller mieux. Mais par contre, établir ces routines, c'est aussi préventif. Ça permet de soigner, mais ça permet aussi
de prévenir différentes étapes. Donc franchement, c'est tout bénef, quoi. C'est tout bénef, allez-y, quoi. Merci beaucoup, Caro, c'était trop gai. Merci à toi, Adrien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle évidemment que vous devez absolument liker ce podcast. N'hésitez pas à le partager non plus. Cœur en main, c'est un podcast de la Ligue cardiologique belge. On se retrouve très bientôt pour d'autres podcasts Cœur en main qui parlent de notre cœur et on sait à quel point c'est important d'en prendre soin. Ciao, à bientôt. Merci, Caro. À bientôt.